Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle revue de presse. D'abord, je veux dire que c'est un énorme plaisir de vous retrouver après cette petite pause. Vous comprendrez à quoi ça nous a servi dans quelques instants. D'abord, je veux commencer par adresser, l'éléphant dans la pièce, le nouveau studio. Ça fait partie d'un nouveau projet qui va venir de 7 jours sur Terre dès cette semaine, en fait. Je vous en parle sans plus tarder. Je pense que ça sert à rien de faire durer le suspense un peu plus longtemps. Ce qu'on va faire, en fait, c'est... passer à la prochaine étape du développement qu'on avait prévu, d'un développement qu'on avait prévu depuis très longtemps. Depuis le début où moi j'ai lancé 7 jours sur Terre et que ça a commencé avec un projet à l'Université Laval au début, c'était quelque chose de très amateur et c'est un peu en fait ce qui a causé une cassure avec les premiers collègues qui ont travaillé à la naissance de 7 jours sur Terre parce qu'on était au départ 3 personnes à l'avoir lancé avant que je le récupère et que j'en fasse autre chose. À ce moment-là, c'était encore un projet, comme je vous le dis, très amateur et les collègues qui étaient avec moi venaient d'un milieu plus académique, qui était les relations internationales à l'Université Laval. Pour ma part, j'étais déjà à ce moment-là dans le bac de communication, baccalauréat de communication. Donc assez immédiatement, il y a eu une espèce de clash entre les visions qu'on avait, où mes collègues voyaient ça comme plus un projet académique, plus quelque chose de... disons, un passe-temps, un hobby qu'on ferait pour le plaisir à Radio étudiante. Et de mon côté, je le voyais déjà comme un projet de communication et non comme un projet autant académique qu'eux le voyaient. Je voyais qu'il y avait une grande portée là-dessus et qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose. Et donc, depuis le début, j'ai eu pas mal toujours le même plan quant au développement de 7 jours sur Terre, qui était bien sûr de travailler à l'intérieur des marges qu'on a et des moyens qu'on a, étant une petite organisation indépendante et ayant des ressources assez limitées. On compte sur votre support là-dessus et c'est toujours grâce au développement des abonnés qu'on a permis de prendre les étapes subséquentes. Et là-dessus, j'ai toujours été relativement, réaliste quant à nos possibilités, mais aussi quant à nos ambitions. Je le savais qu'il y avait des limites et je savais qu'il fallait qu'on prenne notre temps et que ce soit un développement qui soit prévu, qu'on ait certaines étapes, un échéancier en tête quant à ce qu'on voulait faire. Et moi, depuis le début, ce que je voulais créer avec ça, c'est d'avoir une émission de qualité, une émission entière, une émission qui représenterait 7 jours sur Terre en termes de rigueur, d'indépendance et de qualité de production, qui équivaudrait à ce qu'on est capable de produire au niveau des capsules pendant un 8, 9 minutes, 10 minutes, et d'amener ça pendant 30, 40, 50 minutes, d'en faire une émission entière qui meuble un segment de la semaine à toutes les semaines de manière régulière. Et ça, c'est quelque chose, vous le comprendrez, qui demande énormément de travail pour plusieurs raisons. D'abord, ça demande des moyens techniques extraordinaires, ça demande de monter le genre de studio qu'on a en place en ce moment. Ça demande aussi, et ça c'est un grand problème, de prendre une pause pendant 3 semaines, 1 mois, le temps de mettre ça sur pied et de chambouler notre espace pour pouvoir mettre sur pied le studio, mettre en place les équipements et se préparer à un nouveau format qui, disons-le, n'était pas possible dans la fenêtre qu'on avait auparavant, dans le carré de sable dans lequel on jouait, qui était celui des capsules, du podcast et de la revue de presse. Maintenant, ce qu'on va faire, et c'est ce que je vous explique un peu derrière l'intention qu'il y avait derrière ça, ce qu'on va faire, c'est donc une émission de 45 minutes au minimum, peut-être une heure de temps en temps. Et là, je suis beaucoup plus confiant dans la durée de l'émission comparativement à revue de presse ou quoi que ce soit d'autre, pour la raison évidente que, la raison très simple, que ce sera une émission, ce qu'on appelle semi-scriptée. C'est un concept avec lequel j'ai expérimenté récemment à quelques occasions, d'abord avec Radio X et les radios privées ici à Québec, le 93, Énergie, etc., dans les quelques chroniques que j'ai eu l'occasion de faire, mais aussi avec Québécois dans le cadre d'un projet qui s'appelle Épilogue, qui était sur l'histoire du Québec, qui est un projet de balado-diffusion qu'on avait fait en parallèle. Et à ce moment-là, ce que j'ai réalisé, c'est le pouvoir du semi-scriptage, qui est de dire sans nécessairement aller aussi loin que dans une capsule, où là, chaque mot est préparé, est écrit, il y a une raison, bien sûr, c'est pour qu'on soit sûr de pouvoir transmettre un message puis toute l'information qu'on a besoin de faire. Les capsules, on est très conscient, et j'en suis très conscient, on a des prérogatives qui sont indissociable de l'écosystème dans lequel on travaille. Par là, j'entends Facebook, YouTube, etc. Des réseaux sociaux sur lesquels le potentiel viral est extrêmement important. Et longtemps, ça a été un peu notre seul levier, notre seule manière de fonctionner et de faire un produit qui pogne. C'était de faire des petites capsules très courtes, de se concentrer là-dessus.
Maintenant, en étant semi-scripté, ce que ça nous permet de faire, c'est d'abord sortir de cette cloison-là du texte qui nous oblige toujours à se tenir à 8-9 minutes. Et le semi-scriptage que j'entends par là, c'est que c'est des émissions qui sont préparées d'avance. Les segments sont décidés d'avance jusqu'à plusieurs jours à l'avance. La recherche est faite en conséquence. On prépare des documents, on prépare des extraits vidéo, on prépare des extraits d'archives, des articles de journaux. Tout ce qui est nécessaire et qu'on ferait normalement dans un format de capsule, on va l'amener dans une émission de 45 à 50 minutes que j'animerai avec vous donc à toutes les semaines. Et vous le devinerez, ce sera public. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a toujours été le plan plus large de 7 jours sur Terre que de produire un contenu plus professionnel, d'amener ça au niveau suivant, qui était donc l'émission entière. Une fois qu'on peut faire une capsule de 10-15 minutes, c'est quoi l'étape suivante? C'est de l'inscrire dans un projet un peu plus large. Donc, l'émission, ce qu'elle va faire, c'est ça. C'est qu'on va utiliser la capsule, et ça, je veux que vous le compreniez. On n'arrête pas de faire des capsules. En fait, ça va rester le produit principal de 7 jours sur Terre d'une certaine manière. Puisque comment ça va fonctionner? C'est que l'émission, qui se veut, comme je vous disais tantôt, un exercice semi-scripté, on va présenter quelques dossiers d'actualité, quelques grands dossiers qu'on a vus passer par la semaine, un peu comme on le fait ici dans Revue de presse, mais un peu plus préparé, avec plus de sources, plus de documents et évidemment un travail de conciliation entre moi et Joshua, pour s'assurer qu'on est vraiment au maximum de ce qu'on peut vous offrir. Ça, c'est pour l'émission. On va ouvrir avec une revue de presse à chaque émission. Et à chaque semaine, le cœur, si on veut, de l'émission de 45-50 minutes, de notre émission hebdomadaire, ça va être la capsule, qui est un segment qui va être à l'intérieur de l'émission, mais aussi disponible comme d'habitude sur YouTube, Facebook, etc., qui va durer à peu près 8, 9, 10 minutes, qui sera entièrement scripté comme une capsule ordinaire et qui représentera au fond le grand dossier de l'émission, le cœur de notre émission hebdomadaire. Donc ce segment-là va être disponible, comme je vous le dis, de la même manière qu'il l'était auparavant. Et ce que ça nous permet, c'est d'abord d'avoir un produit qui est beaucoup plus streamliné, comme on pourrait dire, qui est beaucoup plus naturel en termes de production. Parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est une seule séance de tournage où il va être possible d'enregistrer d'abord notre émission hebdomadaire, à l'intérieur de laquelle il y a notre segment exclusif pour les membres exclusifs, mais encore plus que ça, il y aura notre capsule à l'intérieur et d'autres segments qu'on pourra ajouter, notamment les questions du public, mais aussi un éditorial à chaque semaine que je pourrai ajouter. Donc, c'est plein de petits segments comme ça qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur de l'émission qui vont, je crois, agrémenter les capsules, qui étaient une formule excellente, mais qui avait quand même ses propres limites. Les capsules, c'est 8-9 minutes. On se limite de quoi on peut parler. Souvent, moi et Josh, quand on se parle, on a la discussion 2 fois par semaine où on choisit le sujet dont on veut parler. À chaque fois, c'est un peu un débat où je te soumets quelque chose, il me soumet quelque chose, je repropose quelque chose, on débat un peu qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui ferait la meilleure capsule. Et parfois, inévitablement, on laisse de côté des sujets qui sont super intéressants. Là, on aura la chance d'intégrer ça de manière un peu moins formelle, semi-scriptée dans l'émission, garder de quoi on voulait vous parler, mais toujours se concentrer un peu plus sur notre capsule, notre sujet principal de la semaine. Donc, ça, c'est pour l'émission. Ça viendra dès la semaine prochaine. Je suis vraiment excité. Honnêtement, c'est une étape, ça fait longtemps que je ziotais de loin. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce qui l'a permis, c'est un peu un coup de sort. C'est vraiment un coup de chance. On a été chanceux dans notre malchance à travers le confinement, puisque quand Manuel nous a quittés pour son prochain emploi, Manuel qui changeait d'emploi à temps plein, était à temps partiel avec nous. Donc, lorsqu'il a changé à temps plein, perdait ses disponibilités. À ce moment-là, ça voulait dire qu'il fallait qu'on arrête le podcast parce qu'il restait juste une semaine avant la pause des fêtes. Donc, il aurait fallu former quelqu'un, l'introduire pour une semaine avant les fêtes. Ça ne valait pas vraiment la peine. Donc, le podcast était sur pause jusqu'à après Noël. Ensuite de ça, Legault arrive la semaine d'après et ferme tous les commerces qui nous incluent en passant, étant donné qu'on n'est pas un média essentiel d'information tel que défini dans la loi. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on avait 2 semaines de pause un peu imposée qui s'en venait le 24 décembre et qui allait jusqu'au 11 janvier, si je ne m'abuse. Et c'est cette fenêtre-là qui nous a permis vraiment d'implémenter tout ce qu'on vient de faire en ce moment
parce que c'est beaucoup de travail. Il fallait bien sûr monter le studio, il fallait aussi, vous le remarquerez peut-être pas, mais la caméra n'est plus la même. C'est une caméra 4K au lieu d'être une caméra en 1080p régulier, donc beaucoup plus de définition. Mais ce que ça implique, c'est qu'il y a 8 fois plus de pixels par fichier, donc ça donne des fichiers extrêmement lourds. Ça prend des ordinateurs qui sont beaucoup plus puissants. Il a fallu renouveler tous les ordinateurs. Donc ça a été un investissement majeur, mais je suis très confiant que c'est la direction qu'on doit prendre. À un moment donné, quand je regarde le futur, 5 ans, 6 ans, 10 ans en avant, ça n'a pas d'allure que 7 jours sur Terre fasse des capsules de 8 minutes une fois par semaine sur Facebook et YouTube. Je m'excuse, mais je n'ai pas cette ambition-là. J'ai toujours voulu l'amener plus loin. Et là, d'avoir finalement une émission entière, hebdomadaire, où on aura la liberté d'avoir des segments différents qui varieront à chaque semaine, mais aussi qui seront recherchés, il faut le dire, parce qu'il y aura des heures de recherche rémunérées pour Joshua et moi là-dedans, qui sont très importantes pour qu'on soit capable de livrer le produit à la hauteur de la capsule, en termes aussi de qualité de production. Donc, beaucoup de travail en avant de nous, mais je suis heureux de vous en parler. Ça a été quelque chose qui m'a rongé l'esprit et on ne pouvait pas en parler tant qu'on n'était pas confiant que ça allait marcher. C'est ce qui est un peu embarrassant là-dessus. C'est pourquoi vous n'avez pas eu de nouvelles dans les 2-3 dernières semaines, parce qu'il faut être certain que ça marche. Je ne peux pas vous annoncer tout ça avant de voir qu'on avait vraiment sur pied et qu'on avait une date et qu'on pouvait revenir, que notre format était solide, que tous nos défis techniques qu'on devait surmonter étaient surmontés. Maintenant, c'est le cas et si vous saviez le poids que ça m'enlève des épaules, je suis extrêmement heureux, j'ai hâte de commencer ça. Je suis certain que ça va être un grand succès. Ce sera diffusé à toutes les semaines, donc sur YouTube et Facebook intégralement. C'est disponible pour tout le monde en public, à l'exception d'un segment exclusif qui sera réservé aux membres exclusifs. C'est au fond la capsule exclusive que vous aviez autrefois, qui se transforme en segment d'émission. Donc, sans plus tarder, allons-y avec les premiers segments de notre revue de presse de cette année, de la première revue de presse de cette année. Je vous en ai parlé un peu, ceux qui sont sur YouTube, dans la communauté. J'ai mentionné que c'était la première de 2021. Ce que je veux faire cette fois, c'est surtout essayer de parler de sujets qui vont, je crois, dépasser un peu là, les 2 prochaines semaines et qui vont, s'il y a quoi que ce soit, peut-être définir 2021. Donc, on va se parler de sujets un peu plus globaux aujourd'hui. On va quand même frôler le Québec tantôt. Je sais on ne peut pas l'éviter, donc on reviendra tout à l'heure à l'actualité locale. Mais on commence sans plus tarder avec la Chine. Je veux absolument qu'on se parle de notre ami le Parti communiste chinois qui commence son année sur un bien mauvais pied. Je vous mets ça à l'écran à l'instant, ce ne sera pas très long. Mike Pompeo, c'est ce qu'on a appris il y a environ une semaine et demie, 23 décembre, donc une semaine très précisément. Mike Pompeo nous annonce que le gouvernement des États-Unis est actuellement en train de considérer, donc ce n'est pas fait, mais on considère de désigner ce qui se passe en ce moment dans le nord-ouest de la Chine avec les Ouïghours comme un génocide. Le mot est extrêmement lourd, c'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent en politique internationale parce qu'il y a des ramifications. Quand on accuse un État de génocide, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque les moments les plus noirs de l'humanité. Ça évoque les moments où l'Allemagne nazie, ça évoque la famine, l'Holodomor, pardon, en Ukraine. Ça évoque des crises très graves et je pense que c'est peut-être un peu tôt pour parler de génocide quant au peuple ouïghour dans le nord-ouest de la Chine parce qu'on a beaucoup d'indications en ce sens, mais pas encore de preuves. Et là, on s'entend, je suis loin d'être la personne qui est la plus gentille avec le Parti communiste chinois. Vous savez que j'y suis extrêmement hostile, vous savez que je le dénonce dès que j'en ai l'occasion. Mais il faut faire attention aussi quand on parle de désignation de la sorte, comme quoi il y a un génocide dans le nord-ouest de la Chine, parce que ça implique une réaction. Ça implique ensuite que l'État qui désigne ça et que tous les États qui reconnaissent que c'est effectivement ce qui se passe, que c'est un génocide, eh bien là, je suis désolé, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent plus faire de commerce ensemble et que si jamais il y a un consulat ou quoi que ce soit, bien, ils n'ont pas le choix de faire de la pression. Et s'il y a une rencontre internationale, ils n'ont pas le choix de le mentionner. Donc ça devient, disons, un peu une obligation informelle pour les États ensuite d'adresser cette question-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont pris leur temps et qui n'ont pas désigné ça comme étant un génocide, qui n'ont pas utilisé le mot. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très lourd et que ça implique un changement
drastique des relations entre deux États. C'est un peu comme... c'est la même raison pour laquelle beaucoup d'États européens et même les États-Unis ont été très lents à reconnaître ce qui se passait en Allemagne nazie juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, on avait des Juifs qui étaient sévèrement persécutés, qui étaient sévèrement opprimés, et quand même, la communauté internationale se mettait la tête dans le sable. Pas parce qu'elle ne savait rien, parce qu'elle ne voulait pas antagoniser Hitler, parce qu'elle ne voulait pas se mettre en position hostile et créer de la chicane. Fait que là, on se retrouve un peu devant la même position avec la Chine. Et je sais que vous allez dire que ma comparaison est lourde, mais je pense que c'est là qu'on est avec la Chine en termes de comparaison. On est pas mal au régime d'Hitler. On est pas mal dans les régimes les plus noirs de l'histoire de l'humanité, parce que ce qui se passe au Xinjiang, dans la province du nord-ouest de la Chine, où on allègue un génocide, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement grave, même s'il n'y a peut-être pas génocide et que ça resterait juste de l'oppression systématique basée sur l'ethnie ou quoi que ce soit. La communauté internationale doit se poser la question sur pourquoi ça a été aussi long à intervenir, pourquoi ça a été aussi long à parler, à nommer ce problème-là, parce que bon, les Ouïghours sont un peuple musulman. Pour résumer la question rapidement, les Ouïghours sont dans le nord-ouest de la Chine, sont depuis des centaines d'années un peuple semi-autonome qui n'a pas vraiment été intégré à l'intérieur de la Chine. On pourrait faire la comparaison, et là c'est vraiment tiré par les cheveux, on s'entend, là, c'est juste pour vous vulgariser l'enjeu, avec le Québec, où là on dirait, ben le Québec ne veut pas reconnaître Ottawa, ne veut pas vraiment s'intégrer aux institutions fédérales, refuse les interventions fédérales sur son territoire autant que possible, c'est sûr des factions politiques encore une fois. Mais quand on regarde les tendances lourdes et ce qui traverse les époques pour ce qui est du gouvernement du Québec, ben, c'est des tendances qui demeurent. Même chose avec le Xinjiang, qui s'est toujours un peu gardé en retrait de la Chine continentale, qui n'a pas la même appartenance ethnique, la même appartenance culturelle. On ne parle pas le chinois Han, comme on pourrait dire. On n'utilise pas le même alphabet. C'est vraiment un monde de différence entre les deux. Et longtemps, la Chine a permis ça d'une certaine manière. Elle s'est dit, bon, gars, ils font leurs affaires, nous, on fait les nôtres. Ils penseront ce qu'ils voudront du régime chinois. C'est pas plus grave que ça tant que ça n'intervient pas dans nos intérêts. Et là, de plus en plus, dans les dernières années, la Chine se retrouve à avoir besoin du nord-ouest de la Chine. Et la raison est extrêmement simple. Je pourrais vous la montrer à l'instant si vous voulez voir sur notre ami Google Maps et qu'on va voir la Chine, merci beaucoup, avec une image satellite. On s'est parlé l'autre fois du fameux One Belt, One Road, où les Chinois ont besoin, pour sortir de la dépendance qu'ils ont actuellement envers la région Pacifique. Et vous voyez, là, la Chine est un peu enclavée par les alliés américains. On avait couvert ça aussi. La Corée du Sud, le Japon, Taïwan, la Thaïlande, le Vietnam, ce sont tous des alliés américains. Les Philippines, qui de moins en moins, mais encore en ce moment, sont du côté des États-Unis. Tout ça, ça embête beaucoup la Chine et elle sait que dans l'éventualité d'un conflit, elle se retrouverait complètement enclavée puisque les alliés américains utiliseraient tout le flanc Est pour imposer un embargo commercial et militaire, et etc. sur la Chine. Donc, elle sait très bien qu'il faut que la Chine brise cette dépendance-là à son flanc pacifique. Donc, ce qu'elle fait, est en train d'ouvrir One Belt, One Road, d'ouvrir des routes commerciales vers l'ouest de la Chine, mais aussi vers l'ouest en général, vers l'Inde, vers tous les marchés de l'Afrique et également tous les marchés européens. Et pour faire ça, elle a besoin de passer à travers le nord-ouest de la Chine, à travers le Xinjiang qui est juste ici. Vous voyez cette grande zone désertique. Et donc, soudainement, ce fameux Xinjiang qui pouvait faire ce qu'il voulait depuis des centaines d'années se retrouve géopolitiquement important, stratégiquement important pour le régime chinois. Donc, on commence à imposer le règne du Parti communiste chinois et les coutumes du Parti communiste chinois et de la culture chinoise traditionnelle, où là, on va réimposer encore une fois la langue chinoise, on va réimposer qu'on participe autant que possible aux institutions chinoises, on va réimposer des procès avec les tribunaux chinois. Donc, toutes les institutions de la Chine continentale qui étaient longtemps oubliées commencent à être réappliquées sur le territoire. Puis ça cause énormément de chicanes, vous le comprendrez, parce qu'eux, depuis des centaines d'années, faisaient tout ce qu'ils voulaient. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les gens de la région?
peu comme tous les peuples qui refusent l'autorité d'un envahisseur, ils sont un peu rebellés. Et vous avez vu la montée au Xinjiang d'un mouvement séparatiste qui voulait donc quitter, ou plutôt, on dit séparatiste, on pourrait plutôt dire un mouvement autonomiste, qui voulait donc plus d'autonomie vis-à-vis de la Chine et pouvoir gérer ses propres affaires. La Chine ne veut rien savoir, et pour la Chine, l'autonomie ou le séparatisme, c'est pas juste du séparatisme, pas juste un mouvement politique, c'est du terrorisme. C'est le mot qui est utilisé, et donc, c'est le narratif qu'on utilise aussi, le prétexte qu'on utilise pour justifier l'intervention au Xinjiang à travers des camps de concentration. On utilise d'autres mots, on parle de camps de rééducation, mais le fait est que ce sont des goulags avec des tours de garde aux quatre coins, des barrières, on refuse l'accès aux organismes internationaux, on refuse l'accès aux États-Unis, on refuse l'accès à tout le monde à peu près qui veut vérifier un peu ce qui se passe sur place. Et lorsqu'on permet l'accès à des organismes internationaux ou à des ONG, on les accompagne sur place, on prépare les lieux en fonction de leur visite, on enlève les tours de garde, on fait chanter les détenus des chansons de bonheur comme quoi ils aiment le soleil et ils aiment le Parti communiste chinois. Donc vous voyez un peu l'effort de propagande qui est fait. Et c'est seulement cohérent avec tout le reste du contrôle de l'information en Chine. C'est pas nouveau. Le Parti communiste chinois a toujours été extrêmement récalcitrant à la transparence, a toujours été très opaque. Et là, on en a seulement une autre preuve. Le problème, c'est que là, la communauté internationale a une vraie raison de s'inquiéter. Parce que si, par exemple, on aurait eu une dénonciation que dans une usine, il y a des infractions aux droits humanitaires, aux droits de la personne, ça aurait peut-être choqué quelques ONG, mais les autres n'auraient pas fait grand-chose. Les pays n'auraient pas fait grand-chose. Quand on commence à parler, par contre, d'oppression systématique basée sur l'ethnie, où là, parce que tu es un Chinois, parce que tu es un musulman, parce que tu es peu importe ton appartenance culturelle, parce que tu n'es pas un des miens, je me mets à t'opprimer, je me mets à te mettre dans des camps, je te mets à faire de la rééducation, et là, tu es un terroriste parce que tu veux de l'autonomie, tu ne reconnais pas mon règne. Ça devient, on peut utiliser proche du mot génocide. Pourquoi je vous disais que j'ai peur tantôt d'utiliser ce mot-là? C'est qu'il évoque quelque chose d'extrêmement noir. Il évoque l'élimination systématique d'un peuple. C'est ça que ça évoque, le génocide. Puis en ce moment, si on a des indications qu'il se passe des choses horrible à l'intérieur de ces camps-là, que les femmes sont stérilisées de force, qu'il y a des programmes de prélèvement d'organes forcés. Ça fait des années qu'on ne comprend pas. On regarde les chiffres de prélèvement d'organes qui sont faits en Chine, on regarde les chiffres de dons d'organes et on regarde les interventions chirurgicales, puis les chiffres ne fonctionnent pas, là. C'est comme si tu me dis, tu prélèves 5000 fois, t'en as reçu 2000 à travers le programme de dons volontaires, des gens qui décèdent et qui font don de leurs organes, mais tu as fait 150 000 opérations de greffe de foie. De où viennent les 130 quelques mille autres? Et c'est ça que la communauté internationale depuis longtemps était suspicieuse, à dire là, il y a trop d'organes sur le marché en Chine et le programme de greffe et d'échange d'organes, le marché national, est beaucoup trop vivant. Là. Ça n'a pas d'allure qu'il soit aussi en bonne forme, puis que quand tu meurs dans un village au fin fond de la Chine, tu es quand même capable d'avoir un cœur fonctionnel qui fonctionne avec ton corps et qui est compatible avec ton groupe sanguin à l'intérieur de quelques heures. Puis c'est très complexe, là, prendre un cœur puis le greffer à quelqu'un ou même n'importe quel organe. Il faut que ce soit récupéré presque immédiatement après la mort, même que biologiquement, il faut qu'il y ait certains organes qui soient encore vivants. Donc c'est un processus qui est très, très, très touché, très complexe. Puis on ne comprenait pas pourquoi il y avait autant d'organes sur le marché chinois. Là, on commence à réaliser, mais ils ont 500, 600, 1 million de personnes, selon certaines allégations. 1 million de Ouïghours dans des camps de rééducation, concentration. Dans le nord-ouest de la Chine, eh bien là, on commence à comprendre pourquoi il y a autant d'organes.
Et quand on sait qu'il y a de la stérilisation forcée, quand on sait la mentalité, quand on connaît la mentalité du Parti communiste chinois, mais aussi la pensée confucéenne qui règne en Chine, comme quoi la collectivité d'abord et l'individu passe ensuite, ce qui implique donc que les droits humains, les droits de la personne sont secondaires. Mais là, c'est ce qu'on commence à observer au Xinjiang et c'est pour ça que la communauté internationale est forcée à porter attention parce que ces atrocités-là, on ne peut plus les ignorer. Et si j'ai peur d'utiliser le mot génocide, pas peur, mais plutôt j'hésite en raison de ce que ça évoque et qu'on n'a pas encore de preuves d'élimination systématique et que c'est une charge extrêmement sérieuse que de dire qu'on amène des gens dans des camps de la mort et qu'on les élimine comme le faisaient les nazis avec les Juifs avec la solution finale. C'est loin d'être le cas, ou du moins on n'a pas d'indication en ce sens. Et je trouve ça un peu malhonnête qu'on utilise donc le terme. Et donc bon, maintenant, ça reste un débat de sémantique, puis ça se peut que vous soyez parfaitement à l'aise à l'utiliser. Ça, je vous le concède si c'est le cas. Ce n'est pas le débat que je veux avoir. Ce que je vous dis, c'est que c'est pour ça que ça fait plusieurs années qu'on hésitait à utiliser ce terme-là pour ce qui est de la Chine. Et là, on voit les États-Unis qui, en résultat de la chute des relations des derniers mois et des dernières années avec la Chine et le Parti communiste chinois, depuis l'arrivée de Donald Trump, mais même un peu avant ça, Barack Obama avait essayé un peu de gérer la Chine puis de les mettre sous l'égide de la démocratie, du système international. Ça n'a jamais vraiment marché. Et c'était même un peu pathétique comme effort. C'était vraiment quelque chose d'assez futile. Ça n'a jamais donné quelque indication de résultat et Barack Obama était resté très, très, très fixé là-dessus, comme quoi la Chine pouvait être un acteur responsable à l'intérieur du système international, puis qu'on pouvait un jour l'intégrer, lui imposer nos coutumes et nos façons de faire. On réalise aujourd'hui que c'était d'une naïveté sans borne. Et donc est arrivé par la suite Donald Trump, qui, je veux l'ajouter, est aujourd'hui en train de parler de génocide que son administration plutôt est en train de parler de génocide avec la Chine, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont été particulièrement plus durs qu'un autre avec la Chine. Oui, il y a eu un changement de relation. Oui, Donald Trump a été un peu plus direct dans sa manière de parler vis-à-vis de la Chine. Si on regarde ce qu'il a fait, ce qui a été posé comme geste par l'administration Trump, il y a eu énormément de passes sur la palette du Parti communiste chinois. On pourrait passer notamment, et ça c'est de la géopolitique qui est juste, il faut regarder plus loin que le bout de son nez pour comprendre. Parce que là, je vais vous parler par exemple de l'accord TPP, duquel s'est retiré aussi Donald Trump, l'accord transpacifique, qui impliquait plein de pays de l'anneau Pacifique, on pourrait dire donc Vietnam, la Malaisie, tous ces pays-là qui étaient des marchés émergents, concurrents à la Chine. Et on était pour faire un accord de libre-échange avec eux qui incluait la Chine. Arrive Donald Trump, se retire de l'accord parce qu'il disait que ce n'était pas à l'avantage des États-Unis. Parfait, on pourra en convenir, mais qu'est-ce que ça crée comme résultat? La Chine a reparti les négociations à seconde que Donald Trump s'est retiré, que les États-Unis se sont retirés. Ils ont relancé les négociations et soudainement, quel était le changement dans la pièce? Imaginez, là, on est 6, 7, 8, 10 pays, il y a moi, les États-Unis et il y a la Chine. On est les deux gros boss, c'est nous autres qui décident tout ce qui se dit et tout ce qui se passe. On choisit l'ordre du jour, c'est nous autres qui imposent pas mal toutes les prérogatives, toutes les conditions, toutes les contraintes. Il n'y a rien qui passe en notre accord, c'est nous qui mènent le bal. C'est à peu près ça, là, le climat dans ces négociations-là. Et là, les États-Unis, soudainement, se lèvent, sortent de la pièce. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Que tous les autres sortent et que c'est fini? Non, pas du... Ce qui s'est produit, c'est que la Chine a juste dit « OK, les États-Unis sont plus là, parfait. C'est moi le boss de ces négociations-là. Je suis désormais l'acteur le plus influent, le plus gros joueur dans la pièce. C'est moi qui va négocier d'un seul bloc avec vous tous. » Et donc, la Chine a signé, s'est mis sur le chemin pour signer une entente très avantageuse avec ses partenaires partout autour. Et soudainement, la Chine s'est réimposée comme acteur incontournable dans les échanges commerciaux dans toute la région du Pacifique, dans l'Asie du Sud-Est. Tu sais, il y a quelque chose là-dessus qu'il faut comprendre, comme quoi la game continue, même quand on fait des menaces et qu'on s'annonce que je suis contre la Chine et qu'on va se retirer de tel traité et telle chose parce que c'est pas bon pour les États-Unis ou quoi que ce soit. Le jeu géopolitique est plus complexe que ça. Et ça, c'en est seulement un exemple parmi tant d'autres. Donc là arrive Donald Trump aujourd'hui, il nous parle de génocide. Je vous dirais que c'est bien peu en sortant
C'est bien peu, c'est un bien maigre tribut à payer pour le coût, pour ce que ça a coûté certaines de ces actions à place des États-Unis face à la Chine. Parce que là, la Chine s'est réimposée dans les 4 dernières années. On pourrait dire, Donald Trump a opposé la Chine, c'est loin d'être le cas. Il l'a opposé, mais le résultat qu'on a vu sur le terrain, puis le résultat qu'on a vu dans les relations internationales, c'est que la Chine n'a jamais été aussi puissante. La Chine n'a jamais eu autant d'influence parce que justement, les États-Unis sont retirés de la scène internationale, sont retirés de leurs alliés européens. Et qu'est-ce que ça a donné en échange? La Chine a rempli le vide. Les États-Unis se retirent de l'Afrique progressivement. Qui est-ce qu'on voit émerger en Afrique? La Chine, qui se construit un marché à elle-même avec qui elle va pouvoir vendre toutes ces breloques et toutes ces gugus et en échange, aller chercher des matériaux et des matières premières à des prix dérisoires. Quand les États-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela, ont interdit aux banques américaines de faire du commerce avec le Venezuela ou encore même de prêter au régime, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine est arrivée, s'est acheté un accès illimité aux ressources en pétrole les plus riches de la planète, le Venezuela, au prix du coûtant pour 180 quelques millions de dollars. Tu sais, c'est ça qui se passe. Il ne faut pas oublier ce jeu-là. Et donc, la place qu'occupaient les États-Unis dans le monde, j'ose espérer que la prochaine administration va essayer autant que possible de la récupérer parce que quand on la laisse soudainement, elle ne fait pas juste disparaître. La chaise n'est pas éliminée. Quelqu'un d'autre la prend et devient le boss à notre place. Et autant on pourrait être hostile à l'impérialisme américain, ça reste notre équipe. Et ça reste que le monde qui a été organisé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un monde qui est plus en paix que jamais. C'est un monde où il y a moins de réfugiés que jamais. C'est un monde où la guerre fait le moins de morts et de blessés que jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est un monde qui a été basé sur les règles, sur un système international d'obligations, de transparence, d'évaluation par des ONG, de gens qui dénoncent, c'est par des résolutions, par le multilatéralisme. C'est le monde qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale. Et si on a certaines oppositions à ça et qu'on veut le réformer, ça se peut, on a le droit, mais on doit quand même reconnaître que c'est préférable à un monde dans lequel il n'y a aucune liberté individuelle, dans un monde où les démocraties sont non libérales, comme en Iran par exemple, ou encore ou en Turquie. C'est des choses qu'on ne veut pas voir. Et on a construit un monde qui est quand même pas si pire que ça. Et on le tenait à bout de bras. Et quand on essaie de maintenir la Chine à l'intérieur du système international, il y a une raison. C'est parce que c'est la seule manière qu'on a trouvé d'éviter le tribalisme, la guerre constante et perpétuelle, les conflits entre les nations pour des conneries, des guerres commerciales sur des choses qui ne valent pas la peine de verser du sang. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. À travers ce multilatéralisme-là, il y a le fait qu'on est plusieurs à dire que ça n'a pas de bon sens quand ça n'en a pas. Maintenant, la Chine est en train de déchirer ce système-là. Pas juste d'en construire un nouveau, mais de détruire celui qu'on a actuellement. De le remplacer par le sien. Un système où la Chine est centrale. Un système qui n'est pas nouveau. Hein. La Chine a été le centre du monde pendant des années, pour ne pas dire pendant des millénaires. Regardons le monde centrique à partir de la Chine, au moment où vous aviez vraiment des empires partout autour. Vous aviez la Russie. Vous aviez tous les empires asiatiques du Japon et puis de la Corée. Vous aviez aussi les gigantesques populations indiennes. Vous aviez les musulmans au nord-ouest. Vous avez tellement de monde qui, pendant des millénaires, à travers la route de soie, même une bonne partie du monde arabe, qui dépendait de la Chine, dépendait de sa richesse, dépendait de ses matériaux, de ses matières premières. La Chine a été, quand on dit l'empire du milieu, ça a été le centre du monde pendant des millénaires. Et lorsque la Chine voit réapparaître, c'est un monde relativement semblable à ça. Un monde où elle domine, où tout le monde dépend d'elle pour d'abord le commerce, pour les échanges internationaux, pour la diplomatie, pour le pouvoir politique, où tout le monde dépend de la Chine, ne serait-ce que par sa puissance, par son influence, sa force. Et là, elle voit ce monde-là se reconstruire à nouveau, et c'est ce qu'elle est en train de faire, et c'est à ça qu'elle contribue. Quand tu vois les États-Unis s'effondrer progressivement, et les États-Unis se retirer de ce qu'ils avaient comme zone d'influence, qui est l'espace atlantique, avec l'Europe, mais aussi une grande partie de l'Afrique qui était sous influence américaine. Si vous regardez au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, là, puis au début de la guerre froide,
le monde était très, très, très libéral et très américain, là. Vous aviez des pays communistes, vous aviez le bloc communiste, mais au fur et à mesure que ces pays-là se sont effondrés, ils ont rejoint l'ordre international. Puis on est en train de perdre ça à travers les interventions, puis à travers le rôle que joue la Chine à l'international. Donc, il ne faut pas négliger ce qui se passe en ce sens-là. Et c'est pour ça que je vous dis que la nouvelle qu'on apprend avec Pompeo et l'administration américaine qui est en train de parler de désigner la Chine comme un régime génocidaire, c'est pas petit, là. C'est le début d'une nouvelle ère entre les États-Unis et la Chine, le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Pékin et Washington, parce que soudainement, on ne se gêne plus pour dénoncer la Chine. Après avoir été, disons-le, là, les Américains, les artisans de l'inclusion du régime chinois à l'intérieur du système bancaire international, du système financier à travers l'OMC. Bill Clinton a fait l'introduction du régime chinois dans le système financier en s'applaudissant avec une larme aux yeux, en se disant que ça allait ouvrir la Chine aux marchés internationaux, que ça allait la forcer à collaborer, à être plus transparente, que ça allait la forcer à s'ouvrir sur le monde. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est complètement l'inverse. La Chine a profité, oui, de cette ouverture-là, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas donné sa part du gâteau. Elle n'a jamais ouvert son propre marché aux investisseurs internationaux. Plutôt, si vous voulez aujourd'hui investir en Chine, vous devez avoir un capital extraordinaire qui est disponible pour le Parti communiste chinois. Vous devez avoir une cellule du Parti communiste chinois. Dès que vous êtes une entreprise d'un certain nombre d'employés, vous devez avoir une cellule du Parti communiste sur votre conseil d'administration. Tu sais, c'est des mesures qui seraient impensables à l'intérieur d'un pays démocratique où là, le Parti démocrate doit avoir un représentant sur ton conseil exécutif, conseil d'administration d'entreprise. Pourquoi? Parce que fuck you, sinon votant. Imaginez un peu. Évidemment que ça se fait pas, mais ils sont 1 milliard de personnes, donc les grandes compagnies qu'on connaît, les Disney de ce monde en ont rien à faire, les NBA de ce monde en ont rien à faire. Ils vont se mettre à genoux et se rendre la langue brune pour essayer de se rapprocher du régime chinois et de se donner un accès privilégié aux milliards de personnes qui de plus en plus ont de l'argent à dépenser. Et c'est ce pouvoir-là qu'on voit aussi qu'il y a une influence. Donc, au fur et à mesure, les États-Unis réalisent qu'ils ont commis une grave erreur. Et c'est pour ça que je vous parle de nouvelle ère, parce que pendant longtemps, on voyait, vous avez eu l'ère de l'introduction de la Chine, l'ère de l'enthousiasme, où là, yeah, on va avoir accès à la Chine, yes, tout le monde. Ensuite, vous avez eu l'espèce d'ère de réprobation gênée, où là, vous savez, la Chine, ils ont quelques pratiques qu'on aimerait changer, mais bon, on ne veut pas embarrasser le régime, ils s'en viennent tranquillement. Et donc, on était gênés parce qu'on savait que notre accès était conditionnel, justement, à notre gentillesse envers le régime. Donc, on n'osait pas trop dénoncer, on gardait nos relations avec la Chine et on fermait notre gueule. Aujourd'hui, ça a changé très, très rapidement en passant. C'est à mon avis, dans les 5 dernières années, où on a réalisé que la Chine, wow, attends un peu, là, avec l'arrivée de Xi Jinping, en fait, qui aura été vraiment un point tournant dans l'histoire de la Chine. Xi Jinping, qui est le président actuel, et le responsable, donc le secrétaire général du Parti communiste chinois, donc le dictateur, le Hitler de la Chine. Là. C'est l'équivalent en termes de pouvoir autoritaire qui est concentré à l'intérieur d'une personne. Le secrétaire général du Parti communiste chinois, et surtout depuis Xi Jinping, c'est un homme extrêmement puissant, plus que n'importe quel président et plus que n'importe quel premier ministre. Là. C'est un pouvoir exécutif formidable qui est entre ses mains. Et surtout quand tu considères que c'est 1,2, 1,3 milliard de personnes et qu'en plus de ça, c'est un parti unique. Écoutez, c'est littéralement un dictateur moderne. Maintenant, quand on a vu l'émergence de cette Chine-là dans les 4-5 dernières années, que progressivement, ce qu'on croyait être juste un collaborateur réticent ou quelqu'un qui ne nous offrait pas le même accès réciproque, s'est transformé en menace de sécurité. Et ça s'est fait à travers plusieurs événements qui ont marqué l'imaginaire. Vous avez eu des cyberattaques, vous avez eu des cercles d'espions qui ont été infiltrés à l'intérieur des institutions occidentales. Vous avez eu, prenons pour exemple, les instituts Confucius qui utilisaient de leur place à l'intérieur des plus grandes institutions académiques américaines pour soutirer de l'information, mais aussi projeter l'influence chinoise et s'assurer que le narratif et que
la version des faits du Parti communiste soit autant que possible publicisée dans l'Occident. Et là, soudainement, quand on dénonce le Parti communiste, on se fait accuser de racisme et on se fait accuser d'attiser la peur la peur de l'autre et la xénophobie, etc. Et soudainement, il y a quelque chose là-dedans qui est extrêmement hostile à l'Occident, mais qui utilise aussi ses plus grandes faiblesses. Ils le savent qu'on ne peut pas tolérer ça, des accusations de racisme ici. Ils savent très bien que dès qu'ils mentionnent le mot, il y a une horde de gens sur la gauche qui l'achètent immédiatement et qui répètent l'accusation envers leur propre gouvernement. Et que même si vous aviez Justin Trudeau qui dénonçait le traitement des musulmans aux Ouïghours, des musulmans ouïghours au Xinjiang, vous auriez une partie considérable de la gauche, de son propre électorat, qui sortirait pour dire « Ouais, puis nous autres, nos traitements des Premières Nations. » Espèce de connerie de même. Évidemment qu'il y a quelqu'un qui sortirait ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, les Chinois sont au courant de ça, et c'est ce qu'ils ont fait dans les 4-5 dernières années. Ils ont retourné notre système contre nous-mêmes. Ils savaient qu'on avait on a accès au marché occidental, mais on n'a pas le droit de faire X, Y affaires. Ben, OK, on va juste traficoter nos usines, on va juste changer telle affaire à l'intérieur de notre produit, puis on va copier pièce pour pièce ce que vous avez fait. Ou encore, on va infiltrer vos ordinateurs, puis on va voler le design complètement. Ou encore, avec Bombardier, c'était un épisode fascinant aussi, on va acheter un avion, on va le démonter en petits morceaux, puis on va le refaire ici avec nos propres ingénieurs. Ces méthodes-là, qu'on a commencé à voir dans les 4-5 dernières années de plus en plus, ont alarmé la communauté internationale, surtout les États-Unis qui commencent à mener le bal pour dire « OK, désolé tout le monde, on a fait une gaffe avec la Chine. On a fait une gaffe et avant qu'il soit trop tard, il faut essayer de remettre le génie dans la bouteille. » Remettre le génie dans la bouteille, c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. C'est quand tu t'en vas dénoncer le régime sur quelque chose que tu es au courant depuis 4, 5, 6 ans, que ça se produit, 4, 5, 6 ans, pardon, que ça se produit, que tu es au courant, mais que tu laissais faire parce que tu avais trop d'intérêts commerciaux avec la Chine et que les gens avaient trop de pouvoir. Là, au fur et à mesure, tu mets des sanctions, mets des sanctions, mets des sanctions. Maintenant, il n'y a plus personne qui a du commerce avec la Chine, puis vous haïssez ouvertement. Fait que, hey, génocide! Il n'y a plus de conséquences, là. Il n'y a plus aucune conséquence à utiliser ce mot-là. Donc ça, je vous dis, bon, on arrive en sortant, ça, je vous dis, c'est un bien maigre tribut à payer en sortant comme ça. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a ordonné une revue pour déterminer si jamais la répression de la Chine de l'ethnie ouïghour au Xinjiang était un génocide. Plusieurs personnes l'ont indiqué. Pompeo aurait demandé à Morstan, un ambassadeur pour le bureau global de la justice criminelle, de s'occuper de la revue. La revue s'occuperait donc Assessment by the State Department acting like a review could trigger. Bon. La revue pourrait déclencher une détermination finale par les États-Unis après des années de pression par les législateurs américains et les organisations de droits humains et que ce serait un geste symbolique et un message diplomatique en soi. Donc, vous voyez un peu ce que je vous disais tantôt, là. Les gens, ça fait longtemps qu'on le demandait, ça fait longtemps qu'on était au courant, mais là, les États-Unis veulent lancer le processus pour mettre de la pression un peu contre la Chine, mais aussi pour préparer le terrain pour l'administration Biden. Il faut le dire, là, il reste à peu près 20 jours au régime, à l'administration Trump. À partir du moment que Donald Trump est parti, ça devient le problème de Joe Biden. Et c'est un énorme problème que d'avoir un régime génocidaire, ouvertement déclaré comme génocidaire, de 1,2, 1,3 milliards de personnes, avec une influence politique incroyable et la deuxième plus grosse armée du monde. Est-ce que c'est Je pense qu'elle est rendue forte. La dernière comparaison que j'ai vue, on la comparait à l'armée française en termes de potentiel militaire. Fait que c'est une puissance militaire très, très, très sérieuse. Imaginez un peu maintenant dans quelle position ça met Joe Biden. Et c'est là-dessus que je veux vous envoyer. Joe Biden arrive le 20 janvier. La première question qu'on lui pose, si jamais cette déclaration-là, cette détermination-là de génocide est faite, on va évidemment lui demander « Monsieur Biden, est-ce que vous allez maintenir cette détermination-là par l'administration américaine? Est-ce que le gouvernement américain, le département d'État, va continuer à dire qu'il y a un génocide ou encore on va se rétracter? » C'est ça qu'il faut dire, là, parce que si tu ne reconnais pas qu'il y a un génocide, il faut que tu te rétractes. Donc, la prochaine porte de sortie qu'il pourrait y avoir pour Joe Biden, que je pourrais imaginer, c'est qu'il arrive en disant « Ah, ben là,
Trump a fait plein d'affaires pour nous causer du tort avant de partir. Il a fait X, Y, Z. On a peur que ça, ce soit juste une autre de ces choses-là. On va lancer notre propre revue. Ça serait la seule chose que je pourrais imaginer, mais ils vont être devant un autre problème, qui est que n'importe quelle revue sérieuse de ce qui se passe actuellement au Xinjiang va faire des conclusions troublantes et va être obligé de reconnaître qu'il se passe quelque chose de très grave. Donc, la position dans laquelle se retrouvent les États-Unis à la suite de cette déclaration-là potentielle du département d'État, c'est une nouvelle ère en termes de relations entre Washington et Pékin. Ce serait une brisure irréparable que de parler de génocide et de pousser la communauté internationale à agir et en prendre acte. Parce que là, c'est comme je vous disais tantôt, si tu parles de génocide, ça veut aussi dire qu'il faut que les pays du monde fassent quelque chose et que toi-même, tu fasses quelque chose. On ne laisserait pas un régime génocidaire continuer à mener ses politiques génocidaires. Ce serait contribuer à ça ou en être, au pire, le complice. Donc, vous comprenez un peu ce qui se prépare en termes de relations là, entre les deux pays, entre les deux géants. On se prépare à une nouvelle guerre froide. On se prépare à un nouveau monde dans lequel il va y avoir une dynamique bipolaire, où vous allez avoir la puissance, si ce n'est pas multipolaire en passant, là, vous allez avoir les États-Unis comme pôle important d'influence. Vous allez avoir probablement, si ça se continue, le bloc européen avec peut-être l'Angleterre qui va se ranger du côté des États-Unis. Donc, il y a toute une mécanique intéressante qu'on va voir se développer, mais une chose est sûre, c'est que la Chine va redevenir un pôle d'influence important, ne serait-ce qu'à cause qu'elle est en train de diviser les pays sur la base de son hostilité avec les États-Unis. Parce que quand les États-Unis arrivent et déclarent génocidaire la Chine, tous les autres pays qui collaborent avec en sont un peu complices. Ils vont se faire caler à l'ONU, ils vont se faire rappeler par les États-Unis, ils vont se faire écœurer, ils vont se faire peut-être même sanctionner sur la base de leur collaboration avec le régime chinois. Fait que tu sais, il y a ça à voir, là. On risque de faire un peu comme on se parlait tout à l'heure avec le Moyen-Orient, quand je vous parlais de diviser pour mieux régner au Moyen-Orient, où là, on aime bien avoir deux grandes puissances en l'Iran et l'Arabie saoudite qui s'opposent, parce que ça permet de diviser tous les petits États autour sur la base de « avec qui que t'es? T'es-tu avec les rouges ou les bleus? Es-tu avec les verts ou les jaunes? » T'as pas le choix dans ce combat-là de prendre un côté, sans quoi tu es un non-aligné, tu es laissé derrière, tu deviens le tiers-monde. Et donc, c'est un peu la même mécanique, je pense qu'on va voir s'opérer dans les prochaines années avec les États-Unis et la Chine, où là, les pays partout autour, mais aussi partout dans le monde, vont devoir choisir leur camp. Est-ce que vous êtes américain ou est-ce que vous, pardon, je vais l'utiliser dans les termes plus généraux, est-ce que vous rejoignez le groupe des démocraties libérales et du multilatéralisme et de l'ordre international post-Deuxième Guerre mondiale, ou est-ce que vous rejoignez le nouvel ordre mondial qui est en train de construire la Chine? Un nouvel ordre basé sur la souveraineté des États, où les organismes internationaux et les institutions internationales n'ont que très peu d'influence, parce que, justement, c'est la souveraineté d'abord. Et donc, je fais ce que je veux à l'intérieur de mes frontières. Pour un pays comme la Chine, la meilleure chose qui ne peut pas lui arriver, parce qu'elle a l'influence pour changer ce qui se passe à l'intérieur des autres pays, mais les autres pays n'ont pas l'influence pour changer ce qui se passe chez eux. La seule manière qu'on a d'intervenir s'il se passe quelque chose de pas catholique en Chine, c'est à travers nos institutions internationales. Pourquoi? Parce qu'on fait bloc! Parce qu'on est tous ensemble et on va pogner le bully dans la cour d'école. Le plus gros, le tough qui fait chier tout le monde, on va le chercher, mais on va le chercher à 10. Mais s'il faut qu'on y aille un à un, chacun notre tour, il va nous sacrer une volée, il va nous virer dans les shorts les 10. C'est ça qui se passe à l'international et c'est ce que veut la Chine. Et c'est pour ça que la Chine est comme « good ». Tant mieux si l'ONU est en train de s'effondrer. Tant mieux si l'Union européenne s'effondre. Tant mieux s'il y a des tensions au Moyen-Orient. Tant mieux si l'Afrique, vous êtes divisée et que l'Union africaine, c'est caduque. Good. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez négocier un à un avec nous. Et étant donné que la Chine est le plus gros joueur, le plus populeux, et très bientôt, sinon déjà, la plus grosse économie du monde, ben c'est elle qui a le gros bout du bâton dans une négociation un à un. Et c'est pour ça qu'on a souvent privilégié le multilatéralisme, parce que c'est un peu ça que ça empêche, le multilatéralisme. Ça empêche qu'un gros décide d'intimider tout le monde.
Parce qu'on a le pouvoir de se rejoindre ensemble et de dire, bon, ben c'est beau, lui, là, il fait chier, on fait plus de commerce avec, c'est fini. Hein, t'as peu. Lui, il se vire de bord, puis il change ses méthodes, et on est capable de ramener des pays à l'intérieur de l'ordre international avec ça. Et s'il y a quoi que ce soit, à un moment donné, c'est le peuple qui s'écœure. Regardez ce qu'on a fait avec l'Iran. L'Iran est sous sanction de manière extraordinaire. Puis oui, il y a beaucoup de raisons géopolitiques, puis beaucoup de petites games politiques là-dedans entre les États. Mais il y a aussi des très bonnes raisons pour lesquelles ils sont sous sanction, et ça fonctionne d'une manière. Le régime iranien, en ce moment, vit énormément de pression par le peuple qui est écœuré, qui veut avoir accès à sa famille qui est aux États-Unis, qui veut pouvoir voyager en Grèce, mais qui ne peut pas en ce moment, qui veut, tu sais, toutes ces petites niaiseries-là. À un moment donné, ça devient des niaiseries de plus en plus importantes. Et là, la monnaie chute, et là, tu ne peux plus déplacer ton argent, et là, les compagnies qui exportent n'ont plus accès aux marchés internationaux. Donc, à un moment donné, si ce n'est pas le gouvernement qui a réagi, c'est les peuples en dessous. Et c'est pour ça qu'avec le pari du multilatéralisme, c'est-à-dire, ben, s'il y a un État qui nous dérange trop, on va en venir à bout, ne serait-ce qu'avec l'épuisement du peuple. À un moment donné, le monde va être tanné de vivre sous un régime médiéval, puis ils vont l'enlever de là pour rejoindre l'ordre international. La Chine veut se débarrasser de ça pour des raisons assez évidentes. Parce que ça va lui permettre de faire comme elle veut à l'intérieur de ses frontières. Et que si elle, le Vietnam, le fait chier avec quelque chose à l'intérieur de ses frontières, bien elle, puisque c'est le plus gros, la Chine, elle a le pouvoir de débarquer et de dire le Vietnam ou l'Australie, là, vos universités sont bien trop hostiles au régime chinois, ils disent des niaiseries, tel professeur, il n'a plus le droit de voyager en Chine. Oh! Là, par contre, là, vous allez voir progressivement les gouvernements occidentaux devenir de plus en plus gentils avec la Chine parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas le choix. Ils voient que c'est le gros joueur, ils voient qu'ils n'ont pas le choix d'être dans les bonnes faveurs. Et quand j'ai pris l'Australie en exemple, c'est pas un hasard, c'est parce que quand je vous parlais tantôt des pays qui vont commencer à choisir leur camp, s'il y en a un que je suis persuadé va tomber dans le camp chinois assez rapidement, c'est l'Australie, qui, s'il y a un mouvement, un peu de réticence à ça et qu'on essaie d'y résister en ce moment, c'est presque inévitable parce que le seul marché auquel on a accès, l'Australie étant une île, le seul marché extérieur, un peu important, là, regardez autour, Singapour, Malaisie, Indonésie, le vrai marché d'exportation, c'est la Chine juste ici. Donc, on est conscient de ça, on est très au courant que les Américains de l'autre côté, à partir du moment qu'ils se retirent de la scène internationale, ils ne viendront pas aider l'Australie dans un conflit ou dans une dispute commerciale avec la Chine. Ils ne pourront rien faire. Donc, l'Australie est au courant de ça, se met à se rapprocher de la Chine au fur et à mesure, et on voit le pays être de plus en plus infiltré parce qu'il est dépendant, parce que les universités ont besoin des étudiants chinois, parce que c'est tout ça qu'on voit se passer. Et on va le voir dans plusieurs pays au fur et à mesure, le domino va s'élargir et on va revenir, comme je vous disais tantôt, à une dynamique de guerre froide entre les deux États, où vous allez avoir les États-Unis d'un côté, tu te ranges avec nous, sinon tu es avec la Chine, et si tu es avec la Chine, tu es contre les États-Unis. Je peux pas vous dire que je m'en réjouis, je peux seulement m'en inquiéter étant donné que c'est une dynamique qui a amené le monde au bord de la catastrophe pendant des décennies, pendant la guerre froide. On sait que la Chine est un régime extrêmement puissant militairement, mais moi, ce qui me fait très peur, ce qui m'inquiète personnellement, et je vous le dis en toute honnêteté, oui, ça m'empêche de dormir, c'est de savoir qu'on n'a pas affaire à l'Union soviétique. L'Union soviétique, ici, elle était une puissance militaire incroyable. Si elle a été puissante, le pire qu'elle pouvait faire, c'est de te menacer d'usage de la force, parce qu'elle n'avait aucun soft power. Le soft power étant le pouvoir diplomatique, le pouvoir de changer les choses sans sortir les armes et les missiles. Ça, c'est le pouvoir qu'avaient accumulé les Américains depuis des décennies, qui vaut beaucoup plus cher qu'un hard power. Parce que le hard power, c'est la guerre, c'est l'armée, c'est l'intervention militaire, c'est les sanctions, même on pourrait le placer sous le soft power, ou plutôt comme un entre-deux. Mais c'est tout ce qui implique autre chose que les mesures soft. Là, on tombe dans le hard power, l'intervention militaire, et c'est tout ce qu'on avait du côté des Soviétiques. Ils pouvaient nous faire chier avec des armes, des missiles, puis c'était à peu près tout. Mais là, les Chinois vont avoir un vrai soft power, une vraie capacité d'influencer le monde autour d'eux et de le façonner à leur manière. Et ça, c'est inquiétant. Parce que le monde qu'ils sont en train de façonner en ce moment, c'est un monde qui n'a aucun regard pour la sécurité des individus, aucun regard pour
ce qui se passe dans les frontières des régimes les plus terribles de la planète. Il n'y a rien qui... aucune importance pour la liberté individuelle, pour les droits humains, aucune importance pour la vie privée. Ça n'existe pas en Chine. Donc, c'est ces choses-là, moi, c'est la dictature parfaite. T'sais, si on veut imaginer un 1984, un Black Mirror, là, c'est la dictature parfaite. Et c'est pour ça que ça m'inquiète autant. Et j'ai l'impression que 2021 va être l'année qui va redéfinir les relations entre la Chine et les États-Unis. Ça va être l'année où on va entrer dans cette nouvelle ère-là d'hostilité ouverte entre les deux, où on va vraiment avoir peur d'un conflit et vraiment où on va l'affronter publiquement. Et on va reconnaître que la Chine est un adversaire et n'est pas un collaborateur, n'est pas un ami, mais bien un ennemi et une menace qu'il faut garder à l'œil. Et ça, je suis heureux de voir ça de plus en plus. On le voit chez les conservateurs, notamment avec Erin O'Toole, qui est un ancien des forces militaires canadiennes, un aviateur, si je me souviens bien, qui volait des Sea Kings, des hélicoptères canadiens, qui est très hostile à la Chine, qui en parle tout le temps, très, très, très souvent. C'est presque un disque qu'il tourne 24 heures sur 24, comme quoi la Chine, c'est une menace et comme quoi le gouvernement canadien devrait en faire plus. Et je dois vous dire que ça me plaît énormément quand j'entends ça. Que ça vienne d'un chef conservateur ou libéral ou le NPD dirait ça, je vous le dirais. Je dirais tant mieux. Félicitations. Et s'il y a quoi que ce soit, c'est une tâche sur le dossier de la gauche qu'on n'ait pas plus dénoncé que ça, ce qui se passe justement en Chine. Et que ce soit un gars comme moi, 7 jours sur Terre, dans une revue de presse qui parle de l'oppression des Ouïghours au Xinjiang. Tu sais, il y a quelque chose de triste là-dedans de savoir que pendant qu'on dénonce tout ce qui se passe ici au Canada et qu'on s'impose les vertus, le pire signalement de la vertu et les plus grosses tendances politically correct, que pendant ce temps-là, on ne dénonce pas ce qui se passe à l'international et qu'encore plus, on lui offre un parapluie diplomatique. Je trouve ça un peu hypocrite. Vous regardez même ce qui s'est passé avec Khashoggi en Arabie Saoudite, le journaliste décapité, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Il y a cette hypocrisie-là, donc je trouve que c'est difficile à réconcilier. Donc ça, c'est pour les États-Unis, la Chine qui est sous pression. Je veux quand même vous ajouter un autre développement par rapport à la Chine que je trouve très intéressant. Deux autres choses en fait. D'abord, ça, plusieurs vont en être contents, puis ça va sur le point que je suis en train d'aborder par rapport à l'intervention canadienne sur la montée de la Chine. On avait entendu parler longtemps de cette fameuse mine au nord, l'extrême nord du Canada, là, vraiment, là, c'était au bout du Nunavut, c'était un territoire absolument désert et qui est gelé à l'année. Pour cette raison-là, il n'y a rien autour à des dizaines de kilomètres. Et on avait une mine, une fameuse mine TMAC Resources, une mine d'or, si je me souviens bien. Effectivement, une mine d'or. Et ça fait des années qu'elle passe d'un propriétaire à un autre. Et là, ça avait été racheté pendant la pandémie par une compagnie qui est liée au Parti communiste chinois. Et ça avait fait très peur à beaucoup de gens. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des articles à ce sujet-là. Et ça n'avait pas fait beaucoup de bruit ici au Québec. C'est l'actualité internationale, Nunavut, c'est pas important pour nous autres. Fait qu'on n'en avait pas parlé. Mais la réalité, c'est que c'était très grave. Et que la seule raison pour laquelle moi-même j'en dénonçais pas et que je virais pas fou, c'est que je présumais que le gouvernement canadien ne laisserait pas passer cette transaction-là. Ça s'est déjà vu par le passé, des transactions bloquées, rarement avec la Chine, parce qu'on ne le considérait pas comme un risque de sécurité de manière aussi ouverte. Mais là, justement, en lien avec ce que je vous disais tantôt, de ce réveil international de plus en plus quant à la nature du régime chinois et de ses vraies ambitions, vous avez le Canada qui a invoqué la sécurité nationale, le gouvernement canadien qui a invoqué la sécurité nationale pour bloquer la transaction et interdire à l'entreprise chinoise de prendre le contrôle de la mine dans le nord du Canada. Donc, c'était Shandong Gold Mining qui avait proposé 230 millions de dollars pour racheter la fameuse mine. Une grosse transaction. Et de voir que le gouvernement canadien intervient pour la bloquer, comme je vous le dis, ça marque un changement de relation gigantesque. Parce que si longtemps on disait « la Chine, c'est notre ami », là, le gouvernement canadien parle de sécurité nationale pour bloquer une transaction dans laquelle les deux acteurs auraient été gagnants. On s'entend, le gouvernement du Canada gagne impôts, taxes, revenus, etc. Ça fait des emplois, on exploite de l'or, tant mieux. Et les Chinois, ben écoute, on a une nouvelle relation avec le Canada. Donc, tu sais, si on était vraiment encore dans la relation, dans cette logique d'amitié et d'enthousiasme et de bonne foi, on n'aurait jamais fait ce move-là.
On aurait gardé ça pour plus tard, on aurait étiré la revue, on s'aurait arrangé pour ne pas antagoniser les Chinois. Et d'ailleurs, quand vous avez vu, certains ont certainement entendu parler de ces exercices de l'armée de libération du peuple chinois, donc l'armée chinoise, qui était censée faire des exercices au Canada, dans le Nord. Le monde avait capoté aussi. Et la raison pour laquelle le gouvernement canadien ne voulait pas annuler ces fameux exercices-là, c'est parce qu'il ne voulait pas avoir l'air hostile au gouvernement chinois. Il ne voulait surtout pas déclencher de réaction, puis il ne voulait surtout pas que ça ait l'air d'hostilité envers... Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On s'en cache plus, là. On s'en cache plus que le gouvernement canadien reconnaît qu'il y a une certaine menace de sécurité dans le régime chinois. Fait que c'est des titres comme ça qu'on va commencer à voir de plus en plus. On va limiter les transactions stratégiques entre les transactions entre les ressources stratégiques d'un pays à l'autre. On va limiter de plus en plus les investissements aussi dans tout ce qu'on voit là, des développements miniers, développement maritime, les chantiers navals, etc. Il faut s'attendre à ce que le gouvernement canadien serre la vis et je suis tellement heureux de voir ça, de voir qu'enfin on se réveille et qu'on arrête d'être dans les calinours à Ottawa comme on l'a été pendant des décennies. Et ça, c'est l'alarme qui a été sonnée par tous les autres groupes d'opposition sur la droite. C'est pour ça que je vous dis, moi, être sur la gauche, voir que le gouvernement canadien se réveille enfin et que je n'ai jamais fait partie de cette opération-là pour le brasser et lui shaker les épaules, je me sentirais mal. Je me sentirais mal de parler de vertu et de politically correct et d'amour et de fraternité pendant que notre gouvernement canadien n'en a rien à faire de ce qui se passe dans un régime, pourrait-on dire, génocidaire. Je suis content de voir que ce réveil-là est fait. C'est triste seulement que ça passe exclusivement par la droite. Donc, j'attire aussi votre attention sur un troisième que je trouve très intéressant sur la Chine. On va passer là-dessus rapidement parce qu'il y a moyen vraiment de s'étirer. On se parlait tantôt des Ouïghours. Longtemps, il y a une personne qui dénonçait ce qui se passait avec les Ouïghours. Il y en a une qui en parlait ouvertement. Pourquoi? Parce que c'était payant politiquement. C'était Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. Président presque dictatorial, très autoritaire. Le pouvoir est très centralisé autour de lui, surtout depuis le fameux coup d'État en 2016, à l'été 2015, je me souviens bien. Il a centralisé le pouvoir autour de lui. Et Erdogan a longtemps été le défenseur du monde musulman. Il voulait être un peu le porte-parole de tous les musulmans sur la planète. Puis il y a une raison, c'est que ça t'élève un peu en grand homme politique et que sur la scène internationale, ça donne une légitimité quand tu parles. Tu ne parles pas juste au nom de la Turquie, tu parles au nom des musulmans. Et si certains États musulmans peuvent se ranger derrière toi en plus, là, tu as une crédibilité formidable. Donc, le leverage que ça te donne en termes de politique internationale est incroyable. Et c'est pour ça que vous voyez depuis longtemps, la Turquie dénoncer ce qui se passait. Avant même qu'on ait des vraies confirmations, qu'on ait des vraies enquêtes, la Turquie dénonçait les traitements et la répression des Ouïghours. Pourquoi? Parce que la Turquie voulait défendre les musulmans et que les Ouïghours en Chine, ce sont des musulmans. On les voyait comme un peu des expatriés de l'esprit et il fallait les appuyer de manière symbolique au moins. Donc, on avait pendant des années au moins un défenseur. Ce défenseur-là vient de changer son fusil d'épaule drastiquement. Et écoutez, la Chine annonce qu'ils ont ratifié, donc qu'on a officialisé un traité d'extradition avec la Turquie. Pourquoi? Pour aller chercher les Ouïghours qui choisiraient de sauver en Turquie et de demander refuge. Eh bien là, la Chine aura le pouvoir de revenir les chercher, de les ramener dans ses frontières en Chine et de les traduire en justice dans un tribunal chinois dont le taux d'accusation, je pense, le taux de réussite d'accusation, c'est 99,9% des accusations criminelles qui se transforment en condamnation. Donc, un taux de condamnation de 99,9%. Ça vous donne une idée de quel genre de régime judiciaire, de système judiciaire il y a en Chine. Et ce que ça fait quand la Turquie choisit d'ouvrir un traité d'extradition avec la Chine, c'est qu'elle est ouvertement en train de dire « Regarde, fais ce que tu veux avec les Ouïghours. Fais ce que tu veux avec la communauté musulmane dans le Nord-Ouest. J'en ai rien à faire de toute façon. Puis s'il y en a un qui vient se cacher ici, viens le chercher. Je t'empêcherai même pas. Même s'il est sur mes frontières,
Il est chez nous. Moi qui se disais défenseur des musulmans de toute la planète et le porte-parole de la communauté musulmane, pas là. Viens les chercher si tu as besoin. Pourquoi il fait ça? Pour la même raison que je vous expliquais tantôt avec cette espèce de redéfinition des relations de tous les pays autour. C'est que la Turquie qui est ici, où elle est la Turquie? On la voit tout le temps à partir, tu sais, soit d'une carte de l'Europe. Oh là, la Turquie est en bas à droite. Quand on regarde une carte de l'Afrique, la Turquie est en haut à droite, dans le coin. Quand on regarde une carte du Moyen-Orient, la Turquie est toujours dans un coin. Mais quand on regarde le monde à partir de la perspective turque, regardez, c'est le centre du monde. Là. On ne peut pas le voir autrement que ça. C'est le centre du monde. Vous avez le monde musulman au sud, vous avez l'Afrique à l'ouest, vous avez au nord, vous avez l'Europe à l'est, vous avez tout le monde asiatique. La Turquie, c'est un peu le pivot des nations, le pivot des puissances. Donc, elle est en train de voir quoi? Que ses partenaires au nord-ouest, l'Europe, veulent rien savoir d'elle. Le membership de la Turquie à l'intérieur de l'Union européenne, c'est pas mal mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace vers l'alternative qui est la Chine. Et on devient de plus en plus gentil avec la Chine. Et si jamais il y a de l'oppression ou quoi que ce soit qui se passe et qu'il y a des Ouïghours qui voudraient peut-être se sauver jusqu'en Turquie, ben ce ne sera pas grave. Vous pourrez venir les chercher et on sera amis avec le régime chinois, peu importe les traitements qu'il réservera à nos frères musulmans sur ses frontières. C'est un changement d'approche incroyable. C'est difficile de mettre en mots, c'est difficile de sous-estimer l'impact que ça va avoir sur les relations entre les deux, puis aussi sur la place que joue la Turquie en ce moment, qu'on essayait de se jouer. Le leader du monde musulman, ben là, à partir de maintenant, on comprend que la priorité numéro 1, c'est plus ça, mais c'est de se placer dans une position favorable avec le Parti communiste pour ensuite, idéalement, occuper une place favorable dans le système international qui viendra après. Et là, on est déjà en train de comprendre, là, à l'intérieur de la Turquie, là, qui est dans beaucoup d'autres puissances. Je vous parlais de l'Australie tantôt, on pourrait en nommer plusieurs autres. On commence à réaliser « the writings on the wall ». C'est pas nous autres qui choisissons. Le monde est en train de changer. Maintenant, il faut s'adapter. Et les États, les pays n'ont pas d'alliés, n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et il n'y a aucun allié qui est éternel. Tous les alliés sont temporaires et contextuels. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. La Turquie, qui était autrefois l'allié du monde musulman, est soudainement l'allié de la Chine. Pourquoi? Parce qu'elle en a besoin, vierge. C'est juste pour ça. Les États ne sont pas plus vertueux qu'un autre. Ils font ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, je voulais vous parler un peu de la Chine, la dynamique qui est en train de changer pour 2021. Je trouve que c'est extrêmement important à suivre et je vous invite à le faire. Je vous parle aussi rapidement de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, Seigneur, qu'on a vu ça venir depuis des mois et qu'on se demandait ce qui était pour se passer avec ça. La conclusion est venue. Hein? On a découvert que la catastrophe qu'on nous a annoncée depuis des mois, comme quoi le régime, l'Angleterre et le Royaume-Uni seraient ostracisés, expulsés, qu'il y aurait une espèce de catastrophe commerciale aux frontières et que ce serait le bordel, qu'il n'y aurait pas d'entente, que c'était impossible. Écoutez, on nous a annoncé les pires catastrophes et les pires prévisions pour le Brexit. Ce qu'on découvre, en fait, c'est que c'est pas du tout ça qui s'est produit, que ça a été un processus relativement smooth, relativement doux. Il n'y a pas eu de gros chocs à la date. Ça pourrait venir dans le futur, mais pour le moment, il n'y a pas eu de gros chocs commercial aux douanes, aux frontières, quoi que ce soit. Et encore plus que ça, on voit que le Royaume-Uni est en train de reconstruire ses relations commerciales, ses relations internationales, puis son carré de sable politique en fonction de ce qu'il veut vraiment, de ce qu'il a vraiment l'intention de faire. Je vous donne un exemple que je trouve très intéressant. Je ne sais pas si je l'avais mis dans mes extraits ici. Je vais vous le montrer à l'instant. Turquie. La Turquie a signé une entente il y a 3 jours. Justement, notre ami la Turquie, avec le Royaume-Uni, une entente de libre-échange commercial entre les deux pays, donc pour continuer à
à avoir un certain niveau d'échange. Et c'est ce que je veux vous dire et vous donner comme exemple en termes de reconstruire le monde selon ce qu'on veut vraiment. C'est que pendant longtemps, l'Union européenne ne voulait rien savoir, faire du commerce avec la Turquie, il y a plein de contraintes supplémentaires. C'est pas tout à fait évident. Il faut marcher avec les prérogatives, avec les obligations, les contraintes de l'Union européenne. Là, soudainement, si l'Angleterre veut faire du commerce, si le Royaume-Uni veut faire du commerce avec la Turquie, elle peut le faire. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Il suffit juste de signer une entente et tu n'as pas besoin de le faire passer à Bruxelles. Tu peux le signer immédiatement, ratifier en quelques jours et c'est fait. Et là, je pense que c'est quelques 60 traités de libre-échange qui ont été signés depuis quelques mois là, dans l'anticipation du Brexit par l'administration britannique. Fait que de faire croire comme quoi le monde allait s'effondrer à la sortie de l'Union européenne parce qu'il sortait d'un bloc économique, soudainement, ça allait être la fin du monde, c'était non seulement ridicule, c'était intellectuellement embarrassant. Les États sont capables de négocier des échanges de manière bilatérale, sont capables de négocier de 1 à 1 dans une pièce, et s'il y a quoi que ce soit, on l'a appris tantôt, quand tu es le plus gros joueur dans la pièce, c'est un avantage. Là, l'avantage qu'avait le Royaume-Uni, c'est de négocier avec certains joueurs de 1 à 1, de pouvoir s'asseoir avec la Turquie et dire « Toi, on va faire une entente ensemble. » Et avec 59 autres pays et dire « On va faire une entente ensemble, 1 à 1. » Et là, tu n'as plus besoin de t'arranger pour faire les mêmes deals avec la France et avec l'Allemagne, avec tous les autres partenaires de l'Union européenne, puisque je suis seul à me représenter et il n'y a plus 25 personnes qui viennent avec moi autour de la table. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, je crois. Des États qui vont sortir des cadres internationaux dans lesquels ils se sont imposés. Vous avez l'ONU qui perd en influence, l'Union européenne perd en influence, l'Allemagne essaie de la tenir à bout de bras, mais j'ai l'impression qu'on va continuer à avoir un effondrement de l'Union européenne à travers les prochaines années. Et c'est pourquoi je voulais attirer votre attention sur cet article-là et sur la question du Brexit. C'est que je trouve qu'on devrait s'en inspirer aussi et que beaucoup de peuples du monde devraient s'en inspirer. Parce que s'il y a une leçon à tirer de ça, à mon avis, c'est que si l'indépendance du Québec ou de quelques nations dans le monde se fait, elle se fera contre toutes les apôtres de la mondialisation, contre toutes les apôtres du multilatéralisme, contre toutes les apôtres de la gauche. Écoutez, c'est tous ces groupes-là qui, depuis tellement longtemps, nous annonçaient que le Brexit, c'était un repli sur soi, c'était une manœuvre identitaire, c'était du nationalisme, c'était de la régression. On nous a dénoncé ça de toutes les manières. Et là, ce qu'on découvre, c'est que c'est seulement l'indépendance des peuples qui choque, je pense. C'est seulement le fait que les peuples se libèrent de beaucoup de cadres dans lesquels ils étaient figés comme un carcan, mais ça choque du monde. Et on risque de le voir de plus en plus. Et je suis content de le voir parce que, comme je vous dis, ça m'inspire. Si le Québec, un jour, fait son indépendance, et pas que j'y crois énormément, mais si un jour ça se fait, on sait que ça va se faire contre tous les pays du monde. On sait que ça va se faire contre l'ONU. On sait que ça va se faire contre le Canada. Contre tous ceux qui vont dénoncer ça contre une manœuvre de recul sur soi et de régression identitaire et de repli sur soi-même. C'est comme ça que ça va être vu par beaucoup de pays, mais au bout de la ligne, il faudra garder la tête haute. Et là, je parle pour ceux qui, bien sûr, veulent de l'indépendance. Beaucoup n'en veulent pas. Mais pour ceux qui en veulent, il faudra garder la tête haute. Et savoir qu'au bout de la ligne, il y aura le monde qu'on veut construire tel qu'on l'imagine. Puis que même si tout le monde fait des menaces comme quoi, ah, là, on va faire ci, on va faire ça, puis là, les accords avec le Canada, ça ne tiendra pas, et là, les États-Unis, telle affaire. Et non, tout le monde fait des accords dans leur propre intérêt. Et si l'Union européenne n'a pas d'accord avec le Royaume-Uni et que ça sort en bordel et que ça avait été une tragédie telle qu'on l'annonçait, c'était dans l'avantage à personne. C'était ni dans l'avantage de l'Union européenne et ni à l'avantage du Royaume-Uni. Et ces menaces-là, parce que c'est ce que c'était visiblement des menaces pour faire peur au peuple britannique, pour le faire reculer sur la question du Brexit. Souvenez-vous, pendant un bon moment, on a eu peur qu'il y ait un deuxième référendum, là. C'était proposé très sérieusement qu'il devait y avoir un deuxième référendum. Parce que ce qu'on avait proposé au peuple britannique dans le premier, c'était plus sur la table. Donc, bordel, il fallait recommencer, puis il n'y avait plus rien qui était valide. Et même la volonté du peuple était illégitime. Parce que le peuple était trop con. Le peuple ne pouvait pas vouloir le Brexit. C'est trop con, le Brexit. Ça, c'est une leçon pour tous les peuples du monde qui vont vouloir moindrement de l'indépendance, moindrement d'autonomie.
Ça vaut pour le Québec, ça vaut pour la Catalogne, ça vaut pour Taïwan, ça vaut pour tous les peuples, ça vaut pour l'Écosse. Et parlons-nous de l'Écosse justement un peu, parce que ce que ça donne, cette fameuse sortie de l'Union européenne, c'est aussi une réaction à l'intérieur du Royaume-Uni. Vous aviez des mouvements d'indépendance et là qui commencent à prendre l'attraction de plus en plus. Regardons vers la fin de l'article. Dans son pays, Boris Johnson doit tourner la page d'une saga qui l'a amené au plus haut de l'échelle politique, mais a profondément divisé les Britanniques. L'unité du Royaume-Uni est fissurée, en particulier du côté de l'Écosse, qui a voté à une large majorité pour rester dans l'Union européenne. C'était un des enjeux qui divisait beaucoup le Royaume-Uni. L'Écosse sera bientôt de retour, Europe. Donc on traduit en anglais, là, c'était un tweet en anglais. Scotland will soon be back. On va revenir. On a immédiatement, là, quand il y a eu le Brexit du côté de l'Écosse, on a parlé dans les partis indépendantistes d'organiser un second référendum parce que le dernier avait été perdu à 45-55, si je me souviens bien. C'était relativement près et la question du Brexit, pour plusieurs, avait scellé l'enjeu et les avait convaincus qu'il fallait quitter le Royaume-Uni pour rejoindre l'Union européenne à nouveau. Et je vous attire l'attention sur un autre article que j'avais vu à ce sujet-là, sur l'appui pour l'indépendance qui est en train de monter à des niveaux sans pareil en ce moment en Écosse, à cause justement d'abord de la réponse à la COVID qui est dénoncée dans certains endroits au Royaume-Uni, mais aussi bien sûr à cause du Brexit. On nous dit que maintenant c'est à 58% des électeurs qui voteraient qui appuieraient une Écosse indépendante. Donc, on est passé d'environ 45% d'appui à 58%. La tendance est en train de tomber assez lourdement en faveur d'indépendance de l'Écosse. Donc, ce sera un dossier à suivre aussi. Ça aura probablement lieu en 2021-2022. Si pour avoir effectivement un référendum, ce sera assez rapidement là, pour pouvoir réintégrer l'Union européenne dans, idéalement, pas mal les mêmes paramètres qu'on avait auparavant. Fait que ça, c'est pour l'Angleterre. Je voulais attirer votre attention là-dessus parce que, comme je vous le dis, je trouve que c'est une belle source d'inspiration pour tous ces peuples qui, parfois, devront prendre des décisions difficiles envers et contre tous, et qu'il y aura la communauté internationale qui dénoncera et que tout le monde déchirera sa chemise, mais au bout de la ligne, ça reste la décision du peuple, ça reste une décision souveraine, et il faut respecter ça. Et s'il y a quoi que ce soit, pour revenir à notre question chinoise tantôt, s'il y a quoi que ce soit de positif dans le nouvel ordre mondial que construira la Chine, c'est qu'il y aura peut-être moins de gens pour se mêler des affaires des autres, dans des cas de la sorte. Parce que là, comme ça, la Chine est très contente de voir l'Angleterre, le Royaume-Uni sortir de l'Union européenne. Très, très, très contente. Donc, ça fait le tour pour notre dossier plus international. Je vais revenir au Québec quelques instants parce que ça, c'est vraiment plus un segment éditorial. Je n'ai pas envie de me lancer trop longtemps là-dessus. En fait, je trouve que c'est vraiment impertinent et si c'était juste de moi, je n'aborderais même pas la question. Mais je crois que c'est un test de gouvernance et qu'on a assisté un peu à la première épreuve pour beaucoup de chefs, là, notamment Dominique Anglade. Dominique Anglade, qui a appris récemment que, en même temps que nous tous, qu'on croyait à ce moment-là plutôt, que Pierre Arcan avait quitté et était en ce moment à l'île de la Barbade, qui en passant est un paradis fiscal. Ça n'a pas passé, vous le devinerez. Mais moi, ce que je trouve encore plus drôle que ça, c'est qu'on a découvert ensuite que c'était pas juste Pierre Arcan, c'est aussi Yuri Chassin, c'était aussi Denis Tardy, la CAQ, qui ne respectait pas les mesures sanitaires, mais aussi beaucoup d'autres élus à travers le Canada. Ministre des Finances, Rod Phillips, si je me souviens bien de son nom, en Ontario. Des intervenants fédéraux qui sont retrouvés dans l'eau chaude aussi pour des raisons similaires. C'est un peu fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Fait que c'est pour ça que je ne vais pas me lancer infiniment là-dessus, parce qu'on a vu ça souvent en politique, puis je vois pas en quoi c'est productif de revenir, puis de chialer, puis vous avez vu les mesures. Moi, ce que je vois plutôt, c'est comme un test de gouvernance. Un test de gouvernance qui a été échoué par certains chefs. François Legault l'aura réussi en expulsant Denis Tardy de son caucus presque immédiatement. Même chose pour ce qui est de Doug Ford, qui aura choisi
qui aura choisi la voie difficile et qui aura choisi la voie dure, pardon, et qui aura congédié, expulsé son ministre des Finances, qui est un ministre extrêmement important, là, disons-le, là, dans un gouvernement. Ces deux chefs-là ont choisi la voie dure. Et d'un autre côté, vous avez eu Dominique Anglade, qui a choisi d'accepter que M. Arcan reste sur le caucus du Parti libéral. Ces deux approches différentes, on pourrait parler d'hypocrisie, on pourrait parler de 25 affaires, on pourrait écouter. Je pense que on s'entend pour dire que c'est répréhensible. Maintenant, il y a quelque chose avec lequel je suis extrêmement mal à l'aise aussi, puis c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est avec cette espèce de chasse aux sorcières contre les voyageurs, comme quoi, pas le droit de voyager, parce que non, j'embarque pas là-dedans, j'embarquerai pas là-dedans non plus, puis je peux vous expliquer pourquoi rapidement, parce que c'est eux qui font les règles. C'est le législateur qui fait les règles. Si vos règles, c'est que vous avez le droit de sortir du pays, on ne peut pas chialer contre le monde qui sort du pays. Si vous ne voulez pas qu'ils sortent du pays, change les règles. C'est toi le législateur. Et si jamais là, tu ne changes pas la règle et que les gens sortent du pays, puis là, arrêtez! Ben oui, change la loi. Vous allez me dire, c'est fédéral? Oui et non, plus ou moins. Il y a toujours moyen de moyenner. Quand il y avait des problèmes au début de la pandémie à l'aéroport de Montréal, c'est la ville de Montréal qui avait envoyé des policiers de la SPVM, des agents municipaux pour gérer l'entrée de passagers et de voyageurs à Montréal en attendant que Ottawa ferme les frontières. Donc, il y a moyen de moyenner. Fait que si c'était vraiment ça, le drame, puis que les voyageurs, ça les inquiétait tant que ça, ils l'auraient interdit. Là, ça fait bien d'avoir un bouc émissaire, ça fait bien de pouvoir pointer dans une direction qui n'est pas celle du gouvernement. Parce qu'en passant, on joue le jeu du gouvernement quand on fait ça. J'espère que vous le savez. C'est le jeu du gouvernement. Parce que vous ne savez pas son affaire. On regarde dans la direction des voyageurs. On ne regarde pas dans la direction du gouvernement pour ce qui est de la réponse pathétique et pour ce qui est des incohérences et pour ce qui est des catastrophes qu'il y a eu en CHSLD, mais aussi des tests botchés, des masques envoyés dans les garderies qui ne fonctionnaient pas. Je veux dire, au lieu de regarder la réponse du gouvernement, on regarde les boucs émissaires, ceux qui contreviennent aux règles. Quelles règles? Ils sont sortis d'un pays duquel ils ont le droit de sortir. Et s'ils reviennent, ils observent la quarantaine qui est imposée. Je veux dire, mais changez la règle si ça ne vous plaît pas. Je ne vous dis pas que c'est moralement admirable de partir en voyage dans le Sud. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est pas illégal. Et si c'est pas illégal, mais qu'on arrête d'essayer de faire un procès d'intention et un procès à ces personnes-là parce que c'est donc bien des trous de cul qui sont allés en Floride ou en Barbade ou quoi que ce soit. Non. Change la règle, ce sera illégal. Sinon, ben écoute, c'est pas eux autres qui causent le problème. Si vous êtes confiant que ça va être un facteur de risque important au niveau sanitaire, puis qu'il faut faire quelque chose, faites quelque chose. Arrêtez de regarder dans leur direction avec les gros yeux. Puis nous autres, on embarque là-dedans et on donne du lousse au gouvernement en échange. Parce qu'après ça, il va avoir un bordel, il va avoir quoi que ce soit comme augmentation de cas ou de décès. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ah, les gens qui sont revenus de voyage, on le savait. Le gouvernement est mort de rire. Ha, 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 bande de cons. Mais oui, que c'est les voyageurs, sont 1000 à peu près à être sortis du Québec. Là. Pensez-vous que les 1000 vont pogner la COVID et vont revenir? Il faut être raisonnable aussi. Là. C'est un peu la même question qu'avec les restaurants, la même question qu'avec beaucoup d'autres boucs émissaires qui ont été établis depuis très longtemps, qu'on se rend compte que ça rend service au gouvernement d'avoir ces joueurs-là qui sont vus comme étant les nuisibles, les récalcitrants, ceux qui n'observent pas les mesures. Et là, vous voyez le gouvernement, dans chacun de ses points de presse encore, qui essaie de laisser sous-entendre que s'il y a encore une augmentation des cas et que si la COVID continue une certaine progression au Québec, c'est pas à cause de c'est un virus puis il va toujours continuer tant qu'il n'est pas vacciné. C'est pas à cause du fait que la planète continue à tourner. Non, c'est les gens qui sont irresponsables. C'est les gens qui sont des récalcitrants, c'est les anti-masques. Ils sont pas si nombreux que ça. Là. Et même si tout est fermé. Là. Tout. Je veux dire, tu sais, je trouve qu'on joue le jeu du gouvernement en maudit quand on va acheter leur explication comme quoi « Ah, si on gère ça tout croche, c'est pas de notre faute. C'est à cause des voyageurs. Vous devriez être fâchés contre les voyageurs. Puis nous autres, on envoie TVA dans le Sud. Et là, on les prend en vidéo. Ah, lui, il est à Cancun, puis lui, il est en Floride. Mais... Ça fait-tu village un peu?
Ah, ça fait village, c'est pathétique. Fait que là, je vous applaudis pas, là, s'il y en a qui sont taillés dans le sud. Mais c'est pas moi qui va brailler, puis c'est pas moi qui vous dénoncera, puis c'est pas moi qui va... À un moment donné, là, il faut aussi rester sur terre. Et je trouve que le gouvernement, en ce moment, utilise ça à son avantage, comme beaucoup d'autres choses. Et là-dessus, ça, je vous parlais de tests de gouvernance tantôt. C'est ce qu'on a su. C'est que Dominique Anglade, Snoro, était au courant que Arcan allait aller à l'île de la Barbade. Ça, par exemple, ça, c'est l'enfer, par exemple. Ça, c'est de l'hypocrisie crasse, par exemple. Qu'on là était au courant. Et qu'après ça, là, pendant qu'il est là-bas, elle va pas le backer, là. Elle y envoie des couteaux dans le dos, puis « Ah non, c'était pas responsable », puis des recommandés, puis... C'est toi, le chef. Il est venu te voir. Il t'a dit « Hey, m'en va à Barbade 2 semaines, dans 1 mois. » C'est ça. Puis t'as rien dit. Ou tu y as dit, mais tu y as pas interdit. Il est allé. Ou il s'est pas senti assez interdit pour ne pas y aller. Fait que peu importe, t'as pas fait ta job. Ou tu n'as pas d'autorité. Puis ça, quand je vous dis un gros test de gouvernance, c'en est un qui a été échoué assez lamentablement, que tu es au courant qu'il s'en allait à Barbade et que tu l'as quand même laissé aller. Il y a quelque chose de différent là-dessus. Je le savais qu'il partait et on avait déconseillé à Pierre Arcan de quitter à ce moment-là. Maintenant, Pierre a décidé d'aller de l'avant, puis de prendre cette décision-là et de l'assumer. Et là, tu lui dis, là, reviens au pays! Tentais pas de dire ça avant que ce soit public? Y aurais-tu dit reviens au pays si ça n'avait pas été dans un journal et que tu avais eu l'air d'une... C'est-tu vraiment ça qu'elle aurait dit? On l'aurait-tu seulement appris un jour? Ah oui, Pierre, il était au Barbade. Hein, Pierre, bronzé pas mal, mon homme! Pensez qu'on aurait entendu parler? Jamais. La seule raison qu'on a entendu parler, puis là, elle revient au pays, c'est aberrant. Elle était au courant, c'est elle qui lui a dit, OK, les beaux gars, fais attention, fais-toi pas pogner. Là. C'est essentiellement ça, là. Puis là, il choisit de l'assumer. Si tu te fais pogner, ça va être toi. C'est ça. Puis Pierre Arcan a l'air con, mais moi, je veux que vous portiez attention aussi à quel point Dominique Anglade a l'air. Parce que pendant que Arcan mange la claque sur la place publique, elle s'en sort. Ça, c'est correct. Parce qu'elle n'était pas dans le sud, c'est aussi pire. C'est aussi pire, à mon avis. Et pour ça, je le vous disais tantôt, je ne veux pas m'éterniser là-dessus pour tomber dans la même chasse aux sorcières. Mais quand ceux qui chassent les sorcières sont les premiers à raider un balai, s'il vous plaît, permettez-moi de me fâcher. Là. En v'là des gens qui font la chasse aux sorcières. En v'là des... Puis la Coalition Avenir Québec, on pourrait parler aussi de Yuri Chassin qui nous dit « Moi, c'est pas pareil. Moi c'est mon mari. » Ouais. Les Québécois n'ont pas de mari à l'international? Il n'y a pas personne ici au pays qui a une femme, un enfant, quelque chose qu'ils n'ont pas pu voir dans les derniers mois? Vous n'étiez pas en train de dire à LCN il y a quelques semaines qu'il fallait que les parents choisissent un enfant ou un autre dans leur bulle familiale? Sans quoi c'était pas correct. C'était une décision difficile à prendre, mais vous n'avez pas le choix. Ça, c'était Christian Dubé. Puis après ça, on apprend, mais lui, par exemple, sacrifice pour son mari qui est au Pérou, ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas un sacrifice qui vaut la peine d'être fait. C'est ça qui est fâchant, j'imagine, c'est le 2 poids, 2 mesures. Et qu'en plus de ça, il maintient. Il dit, ah, mais là, moi, c'est pas comme les autres, là. Moi, je suis venu voir mon mari. C'est la même affaire. Je dis pas que c'est... Si c'était juste de moi, là, fais ce que tu veux, vas-y, tant mieux. Mais le problème, c'est que ton boss est en train de donner un speech à chaque jour, comme quoi tu n'as pas le droit d'y aller, puis comme quoi on est tous des trous de cul si on fait quoi que ce soit. Comme quoi si on s'en va voir notre mère, notre père en même temps, dans la même fin de semaine, on est un moins qu'à rien, puis c'est nous autres le problème. Mais un avion, prendre un vol de Air Canada, puis s'en aller au Pérou avec probablement 1 ou 2 escales, ça, c'est correct, par exemple. Ça, c'est correct parce que c'est mon mari. C'est quoi la... À partir de quel degré ça devient acceptable? Parce que le degré qu'on nous donnait depuis le début, là, c'était 0. Aucun. Vous n'avez pas le droit, aucun. Aucune exception. Puis les exceptions, ben, désolé, arrangez-vous. C'était ça la logique. Et là, on nous arrive avec... Fait que ça me fâche énormément. Puis le fait qu'ils utilisent « Ah, mais c'est mon mari », comme si ça te défendait, c'est encore pire. C'est encore pire.
Parce que pendant ce temps-là, les autres, eux, n'ont pas accès à leur mari, à leurs enfants, à leur famille, à leurs grands-parents, à leur père, à leur mère, qui sont à l'extérieur dans des villes différentes et qu'ils ne peuvent pas voir depuis plusieurs mois. Je m'inclus là-dedans, mais j'inclus aussi des centaines de milliers de Québécois, sinon des millions. Pas tout le monde qui habite dans un rayon de 10 km et qui se voit toutes les 15 secondes. Il n'est pas tout seul dans sa situation, là. Il y en a des expatriés depuis des mois qui sont à l'extérieur. Vous avez vu le bye-bye comme tout le monde. Vous avez des gens partout encore en ce moment qui sont pris là depuis des mois et qui essayaient de se faire rapatrier. Tu sais, il y en a qui ont eu des situations pas faciles. Mais moi, je vais aller voir mon mari, il est au Pérou, puis là... Et ça, c'est après l'épisode Denis Tardy, il faut garder ça en tête aussi. Là. Après que la CAQ a été publique là, et qu'on l'a vu se faire pogner, là, où là, vous aviez un député qui était dans un bar, chaud comme un tonneau. Tu sais, ça, c'est fâchant un peu. Je peux comprendre les gens là-dessus. Maintenant, j'embarque pas dans la chasse à la sorcière, mais ceux qui, effectivement, font la chasse aux sorcières devraient au moins avoir la décence de ne pas se faire prendre ou de reconnaître qu'ils ont fait une gaffe quand ils se font prendre. Donc ça, c'était pour le dernier segment sur le Québec. Je termine avec un petit mot rapide sur... là, ça fait déjà 1h30, fait que je vous fais ça en 2 minutes. Sur la nouvelle année, je vois beaucoup de gens qui sont tellement enthousiastes par rapport à la nouvelle année, et enfin 2020 terminé, et enfin... Je vais avoir l'air vraiment morose là-dessus, puis vraiment déprimant, mais je pense qu'il faut rester... réaliste quant à nos espoirs pour 2021. 2021, ça reste juste la prolongation de 2020 et je veux vraiment pas avoir l'air pessimiste là-dessus, mais les tendances qui ont animé le monde en 2020 sont encore présentes en 2021. Les tendances lourdes, je parle par là, le nationalisme, je parle par là, le repli sur soi de beaucoup d'États, mais aussi la montée de la Chine, je parle par là, l'effondrement des institutions internationales, toutes ces choses qu'on observe qui ont mené un peu l'effondrement du tissu social, l'hostilité de plus en plus grande entre les deux camps aux États-Unis. Tout ça, là, c'est pas en train de disparaître et c'est loin de disparaître d'ici peu. Donc, l'appel que je ferais, c'est pas nécessairement un appel à être tombé déprimé, puis il n'y a rien qui va changer, c'est pas ça que je veux dire, mais plutôt qu'il faut rester réaliste, puis il faut rester lucide quant au monde qui nous entoure. C'est pas l'année qui passe qui va le changer. C'est les gestes qu'on pose, c'est la manière dont on est, c'est la pression qu'on met sur nos gouvernements, c'est tout ça. Puis en 2020, ce qu'on a détesté avant les événements, avant ce qui s'est produit comme événement, c'est la dynamique, c'est la haine ambiante, c'est le climat, c'est la colère. C'est ça qui a mené, je pense, à l'année merdique que beaucoup de gens ont reconnu avoir vécu, au-delà du confinement, etc. Donc, et si on essayait tous d'être plus gentils, plus aimants, plus agréables les uns avec les autres? Moi, le premier, je suis pareil, j'ai de la misère aussi. Je ne suis pas le plus social et j'ai moi-même mes propres chicanes et j'ai moi-même des adversaires politiques avec lesquels j'ai de la difficulté à jaser. Puis des tendances, des concepts, des groupes, des organisations que je veux pas entendre, je veux pas voir. Mais il va falloir qu'on fasse un effort, toute la gang. Parce qu'au-delà du confinement, de la pandémie, de ce qui a fait de 2020 une année aussi merdique, c'est le climat politique, le climat social, le tissu qui est en train de se déchirer autour de nous. Et ça ne relève pas des étoiles dans le ciel, ça ne relève pas du calendrier, c'est nous autres. C'est nous autres qui peuvent choisir de faire une cassure mentale et de décider qu'à partir de maintenant, on fait un effort parce qu'on est écœuré justement de ça. Le premier pas, c'est de reconnaître que ça a contribué à notre mauvaise année. C'est de reconnaître que notre attitude, que notre pessimisme, que notre hostilité les uns aux autres, c'est à la source de beaucoup des maux qu'on a en société. Donc, quand je vous parle des tendances lourdes qui demeurent en 2021, c'est ça. Et moi, je nous donnerais comme résolution, comme objectif à tout le monde, d'assainir le climat public, d'assainir la discussion, d'assainir les débats, ceux qu'on a sur toutes les tribunes publiques, que ce soit à TV, dans les journaux, sur Internet, sur Facebook. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. On le voit là, on est pognés ensemble. Peu importe ce qui se passe, on est pognés ensemble. Donc, aussi bien s'aimer, aussi bien s'endurer, puis construire quelque chose qui a de l'allure. Alors, si 2021 commence sur une note un peu
un peu plus négative avec la fin de 2020 qui a été vue comme étant un désastre, eh bien, essayons pas de voir 2021 disons, un bouton reset. Parce qu'il n'y a rien qui va... Il n'y a pas de redémarrage. C'est nous qui est au contrôle, c'est nous qui est aux commandes. Et si on veut que ça s'améliore, bien, on n'a pas le choix d'être un peu plus endurables les uns avec les autres. Fait que c'est ça, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette revue de presse. Ça fait déjà une grosse heure et demie, encore une fois. Tu sais, quand je vous dis j'essaie de m'en tenir à 1 heure, rajouter une demi-heure tout le temps. C'est pour ça que l'émission sera semi-scriptée. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. On sera de retour donc dès la semaine prochaine pour l'émission. Je ne saurais pas encore vous dire exactement quelle journée de la semaine ça va être diffusé. Ce qu'on sait en ce moment, c'est qu'on va faire une grosse partie de la recherche le jeudi et le vendredi pour s'assurer d'avoir le samedi et le dimanche, qui sont des slow news day, comme on pourrait dire, là, à notre disposition pour le montage et pour le travail en post-édition. Donc, bref, probablement que ça aura lieu le mardi, mercredi soir. On s'en reparlera à ce niveau-là, mais je suis certain que ce sera une émission très intéressante. Fait que merci à tous d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine revue de presse et bien sûr pour notre émission hebdomadaire. C'était Benjamin Tremblay. Merci. Bye bye.